Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Science Concept, ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un exercice type bac portant sur la fonction logarithme. Il concerne plusieurs chapitres d'analyse du programme, à savoir les limites de fonction, la dérivation, la continuité, la convexité et enfin la fonction logarithme népérien. Petite note pour les chapitres de la continuité et de la convexité, ils peuvent très bien être intégrés dans le chapitre limites de fonction ou de la dérivation, ça c'est au bon vouloir de votre professeur, moi je vous donne chacun des chapitres, après c'est à vous de vérifier que vous avez bien attaqué ces notions-là. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble, pas à pas, avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter le menu. On aura des calculs rapides de limites et de dérivées de fonctions logarithmes, histoire de vous échauffer. Ensuite, on fera une application nette et précise du corollaire du TVI qui pose pas mal de soucis à beaucoup d'élèves pour sa rédaction. Ensuite, on effectuera un rappel de première, voire de seconde, sur les équations réduites de droite. Et enfin, on étudiera la convexité de notre fonction et on en déduira une conséquence algébrique. Pour ceux qui sont déjà abonnés, like, je vous remercie encore et toujours, la chaîne continue de progresser et c'est grâce à vous. Pour les nouveaux, on n'oublie pas de liker et de s'abonner si le contenu vous plaît, vous remerciez ainsi le travail fourni et surtout vous aider au référencement pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Comme toujours, on démarre par l'analyse de l'énoncé, c'est un exercice qui est noté sur 7 points, donc on fait attention au temps et on passera pas plus d'1h15 sur cet exercice. Soit g est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale 1 plus x carré facteur de 1 moins 2 ln de x. Ici, on vous donne la première information importante de l'énoncé, c'est-à-dire le domaine de définition de notre fonction, avec le 0 qui est exclu. Donc on fera bien attention, si on a un tableau de signes ou un tableau de variation à tracer, de bien exclure la valeur 0 de notre tableau. Je ne compte plus le nombre d'élèves qui, une fois arrivés au tableau, oublient que 0 est une valeur interdite et perdent des points sur le tableau parce qu'ils ont inclus une valeur interdite. La fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et on note g', sa fonction dérivée. Ici, une nouvelle fois, l'énoncé vous donne une information importante. Vous avez le fait que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour les courageux qui sont allés voir mon devoir sur la dérivabilité, la justification de la dérivabilité d'une fonction peut être vraiment une sacrée épine dans le pied. Ici, l'énoncé est sympa avec vous et vous donne le fait que la fonction soit dérivable. On aura juste à le rappeler pour calculer la dérivée pour être rigoureux. Par contre, il n'y aura pas de justification supplémentaire à fournir pour avoir le droit de calculer la dérivée. Enfin, on appelle C la courbe représentative de la fonction g dans le repère orthonormé du plan. Là, on n'a pas d'information transcendante. Par contre, attention, on notera pas la courbe représentative de g CG comme on a l'habitude de le faire dans l'année, mais simplement C. Donc, toujours pareil, quand on lit un énoncé, on fait attention à bien s'imprégner des notations qui vous ont été proposées et on respecte le correcteur en n'introduisant pas des notations qui sont pas dans l'énoncé et qui pourraient l'encourager à sanctionner votre copie. Partie A, question 1, justifier que g de e est strictement négatif. Allez, c'est parti pour la correction. Allez, on attaque sur la rédaction. Pour ceux qui ont pris un raccourci, je vous ai quand même remis les éléments qui étaient importants dans le sujet. On est sur la question 1 de la partie A et on vous demande de justifier que g de e est strictement négatif. Pour la première question, l'énoncé nous demande de faire une simple vérification, donc on va calculer g de e. On remplace tous les x de notre expression de g de x par e. En passant, je vous fais un petit rappel sur les fonctions ln. Vous savez que pour tout x appartenant à R, ln de exponentielle de x, ça nous donne x. Et le e, c'est exponentielle 1, donc attention à ne pas confondre e et e puissance x, qui est là et la fonction exponentielle. Ici, e, c'est juste une constante et vous pouvez l'écrire e puissance 1 si vous avez envie. Bon, ben, ln de e puissance 1, ça nous fait donc 1. Bien, on remplace, vous obtenez dans la parenthèse que le ln de e, ça vaut 1. On effectue le calcul. Dans la parenthèse, il vous reste moins 1 et vous obtenez que g de e, c'est égal à 1 moins e au carré. On vous demande de montrer que g de e est strictement négatif. Donc là, deux possibilités. On va dire la méthode courte, vous tapez ça sur votre calculette, vous trouvez une valeur arrondie et vous dites que c'est négatif. Donc c'est tout à fait valable, mais à la première question de l'énoncé, vous envoyez pas forcément un message positif à votre correcteur. Après, comme toujours, c'est au bon vouloir justement du correcteur, donc il y en a qui seront un petit peu embêtés que vous fassiez une approximation comme ça dès le départ, et puis il y en a d'autres qui diront bon ben voilà, c'est bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ici on va voir la méthode qui permet de mettre en confiance votre correcteur. On vous demande de montrer que g de e est négatif, donc du coup il va falloir se servir de la valeur de e. Pour rappel, la valeur de e c'est à peu près 2,72, bien on va s'appuyer sur cette valeur pour effectuer la preuve. Vu que ça vaut 2,72, c'est bien supérieur à 2. Si j'élève au carré, ça nous fait que c'est supérieur à 4. Je vais retirer moins 1 à tout ça, ça nous donne qu'on est supérieur à 3. Et pour retomber sur l'expression de g de e, j'ai plus qu'à multiplier par moins 1. Moi, je me suis contenté d'échanger les deux. Si vous voulez, vous pouvez noter moins exponentielle de e plus 1 inférieur à moins 3, ça pose pas de souci. Et on reconnaît ici g de e. Bon, bien, on a prouvé que g de e était inférieur à moins 3. Donc ça nous donne que g de e est bien strictement négatif.
Allez, on se retrouve pour la question 2 et l'énoncé nous demande de justifier que la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égale à moins l'infini. Je vous remets l'expression de la fonction et on perd pas les bonnes habitudes, on passe d'abord au brouillon pour analyser la limite de cette fonction. On va commencer à l'intérieur de la parenthèse, vous avez la limite de ln de x en plus l'infini qui nous donne plus l'infini, fois le 2 devant ça changera rien, et avec le moins qui est devant on va avoir la deuxième partie de notre crochet qui tend vers moins l'infini. À ça on va rajouter le 1 qui est devant, vous obtenez donc que votre crochet tend vers moins l'infini. X carré en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. Le produit de x carré fois le crochet, ça va nous donner moins l'infini. Et enfin, on a le 1 devant qui nous ajoute 1 à quelque chose qui tend vers moins l'infini. Ça changera rien et on tend bien vers moins l'infini. Ici, il n'y a pas de forme indéterminée, c'est ok, on peut passer à la rédaction et procéder directement à la rédaction. Pour la rédaction, je vous conseille de donner le maximum de détails. Rappelez-vous, on est toujours en début de copie, vous êtes en train de bâtir la relation avec votre correcteur. Être avare en détail dès le départ de la copie, ça annonce une relation conflictuelle. Alors on va donner tous les détails, je vous remets en haut le lien vers la vidéo qui donne vraiment tous les détails sur les limites, que je vous ai mise en ligne pour préparer le devoir, sur les limites de fonctions. Et ici on va utiliser la même rédaction que ce qu'on avait fait précédemment. On commence avec les termes qui sont à l'intérieur du crochet, on a la limite de moins 2 qui est égale à moins 2 en plus l'infini. Vous avez la limite de ln de x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini, ça c'est un résultat du cours. D'où, par produit, vous obtenez que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 ln de x est égale à moins l'infini. De plus, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 qui est égale à 1. D'où, par somme, vous obtenez que la limite de votre crochet est égale à moins l'infini. À ça, il me reste maintenant à multiplier par x carré, donc c'est parti. Lim quand x tend vers plus l'infini de x carré, c'est égal à plus l'infini. D'où, par produit, on obtient que la limite de x carré fois le crochet est égale à moins l'infini. Et enfin, pour obtenir g de x, il me reste à ajouter 1. Donc je le recite ici même si on l'a déjà mis, histoire d'être sûr à 100% de ne pas être sanctionné sur le détail de la limite. On a donc limite quand x tend vers plus l'infini de 1 qui est toujours égal à 1, et vous obtenez par somme la limite de g de x en plus l'infini qui est égale à moins l'infini. Allez, on arrive maintenant à la question 3a de la partie A, et l'énoncé nous demande de montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini 0 exclu, g' de x est égal à moins 4x ln de x. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans les exercices types et dans le devoir, on se lance pas sur le calcul d'une dérivée directement. D'abord, on analyse sa forme. On va dire les 80% d'erreurs que je vois quand vous faites des dérivés, c'est que vous analysez mal la forme, vous partez tête baissée et puis vous lancez directement votre calcul sans analyser quelle formule va être utile au calcul de cette dérivée. On commence par analyser la forme de g de x, je vous le remets sur le côté. On identifie clairement le crochet comme étant un des termes de notre fonction. Vous avez le x carré devant qui est en facteur de ce terme-là. Donc ici, on sent venir un u fois v, et devant, vous avez une constante, qu'on notera k. Bon, ben vous obtenez la forme de g, qui est de la forme k plus u fois v, avec k une constante, ux carré, et v notre crochet. Maintenant que les choses sont posées, on sait qu'on va devoir utiliser u'v plus uv' pour la dérivée de la deuxième partie, la constante va disparaître, et maintenant, on peut se lancer sur la rédaction. G est dérivable sur 0 plus l'infini, 0 exclu, merci l'énoncé, et g est de la forme k plus u fois v, merci le brouillon. Avec k, la fonction qui a x donne 1, u, la fonction qui a x donne x carré, et v, la fonction qui a x associe 1 moins 2 ln de x. Au brouillon, vous pouvez mettre les dérivés pour vous rassurer, on aura k' de x qui fait 0, u' de x qui est égal à 2x, et la dérivée v' de x qui nous donne moins 2 sur x, puisque le 1 qui est devant va disparaître, le moins 2 c'est une constante multiplicative, et je vous le redonne, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. D'où on peut lancer le calcul de notre dérivée, on obtient que g' de x est égal à u' de x 2x fois v de x 1 moins 2 ln de x. À cela, j'ajoute u de x, x carré, fois v' de x moins 2 sur x. On n'oublie pas de développer le 2x avec la parenthèse, ça nous donne 2x moins 4 ln de x. Et derrière, en simplifiant le carré du x qui est devant avec le x qui est au dénominateur, vous obtenez moins 2x. Le 2x de devant et le moins 2x à la fin se simplifient. Et on obtient bien que l'expression de g' de x est égale à moins 4x ln de x. C'est tout bon. Allez, courage à tous, on arrive à la moitié de l'exercice. On arrive à la question 3b et l'énoncé nous demande d'étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 étant toujours exclu. Je commence par faire un petit rappel sur la fonction ln. Je vous ai mis sa courbe représentative. Ln, elle est définie de 0 exclu jusqu'à plus l'infini, elle est strictement croissante et elle s'annule en 1. Bon, mais on peut déduire de ça son signe. Si x est supérieur ou égal à 1, on a alors que ln de x est supérieur ou égal à 0. Et si x est compris entre 0 et 1, tous les deux exclus, on a alors
que ln de x est strictement négative. Bon, ça c'était un rappel de cours, je pose ça là, et puis du coup ça nous servira tout à l'heure. Alors j'en profite qu'on est sur cette question pour rappeler la méthode de l'étude de variation d'une fonction. Même si c'est des notions de première, vous avez tendance à négliger la structure de l'étude, et puis après vous perdez des points sur la rédaction. La première chose, c'est donc de déterminer la dérivée, nous on l'a déjà déterminée, donc attention, dans le cas d'un calcul de dérivée, je l'ai dit tout à l'heure, il faut justifier de la dérivabilité. Là l'énoncé nous l'avait donné, donc c'est cool. En deuxième point, on étudie le signe de la dérivée. J'insiste sur ce point-là parce que vous avez tendance à négliger et à passer directement au tableau. Attention, un tableau dans lequel vous remplissez des plus et des moins, vous n'apportez aucune preuve à ce que vous annoncez. Au final, c'est comme si vous aviez regardé sur votre calculette et que vous donniez les résultats dans le tableau. Pour être 100% rigoureux, il faut faire les inéquations et non pas les équations. Sur ça, j'insiste clairement et je signe en bas de la page. Résoudre une équation, ça ne vous donne pas le signe d'une expression. On peut quand même attendre d'élèves de terminale, qui vous êtes censé être le fleuron des élèves de lycée en termes d'analyse. Vous devez passer par les inéquations. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas ça, oui, mais vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, même si votre prof en classe tolère que vous ne le rédigiez pas parfaitement, attention, à un examen, le correcteur, c'est pas votre prof en classe. Je ne compte plus le nombre d'élèves qui, par exemple au bac blanc, voire au bac, obtiennent des notes assez décevantes. Je serais prêt à mettre ma main à couper. Ils sont sanctionnés sur la rigueur parce que les autres professeurs, c'est pas des professeurs qui vous connaissent. Si votre copie, elle est remplie n'importe comment avec une structure qui est douteuse, bien vous vous faites sanctionner ici, et là, ça fait perdre beaucoup de points. Je vais vous donner la structure quand on passera à la rédaction, mais je vous assure à 100% que si vous étudiez pas le signe et que vous remplissiez juste le tableau, il y a peu de chances que vous obteniez tous les points. Bon, on peut quand même passer au point numéro 3 et on en déduira derrière les variations de la fonction après avoir étudié le signe. Je vous remets l'expression de la fonction dérivée qu'on avait trouvée précédemment. Vous avez donc moins 4x qui est multiplié à ln de x et on va donc étudier le signe de chacun des termes. Alors pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, 0 étant toujours exclu, on a x qui est strictement supérieur à 0, et donc si on multiplie par moins 4, on obtient quelque chose qui va être strictement inférieur à 0. Ensuite, comme on l'a vu sur les rappels, ln de x est strictement inférieur à 0 sur 0 exclu 1 exclu. Et enfin, de 1 inclus à plus l'infini, ln de x va être supérieur ou égal à 0. Bon, mais là, vous avez étudié proprement chacun des termes. Vous pouvez passer au tableau. Bien, c'est ce qu'on fait. Passons au tableau. J'en profite pour vous le remplir étape par étape. Je l'ai déjà détaillé dans la vidéo qui s'affiche en haut. On commence par tracer proprement son tableau à la règle, avec tout de suite les valeurs interdites et les valeurs importantes qu'on a trouvées lors de l'étude de signe. Donc ici, valeur interdite pour les 3 dernières lignes du tableau en 0. On rajoute en haut le 1, on trace nos pointillés, on met directement le 0 sur la ligne de ln de x. Ensuite, grâce à la première inéquation qu'on avait établie, on avait moins 4x qui était négative, vous pouvez donc placer votre moins sur la première ligne. Ensuite, on avait étudié les signes de ln de x, on obtient moins puis plus. À partir de là, moins ça fait plus ça fait moins. On n'oublie pas de descendre le 0 qui est dû à ln de x. Et à partir de là, vous obtenez que votre fonction, elle est croissante puis décroissante. Pour être plus rigoureux, on rajoute la valeur de g de 1. On remplace donc par 1 dans l'expression de g de x, je vous donne le détail à l'écrit. Et enfin, on finit par remettre la limite en plus l'infini qu'on avait déjà trouvé, qui était moins l'infini. Alors ici, attention, on ne vous demande pas de dresser le tableau de variation complet, on vous demande juste le tableau de variation. Donc en aucun cas, vous prenez vous l'initiative d'aller chercher la limite en 0. Je dis pas qu'elle est difficile ou qu'elle est facile, c'est pas la question. Là, l'énoncé n'en parle pas, elle n'a pas été calculée avant. Ne prenez pas et surtout ne perdez pas de temps pendant la résolution de l'exercice pour compléter une limite qu'on ne vous demande pas. Et donc, à ce stade, vous obtenez votre tableau de variation de votre fonction g. Allez, passons maintenant à la question 3c, et l'énoncé nous demande de montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. Comme toujours, quand on vous donne une équation ou quand on vous donne une fonction, on commence par voir où est-ce qu'elle se situe. Ici, on est sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc attention, par rapport à la question précédente où on était sur 0 plus l'infini, 0 exclu, on fait une restriction de ce domaine sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire sur votre brouillon ou sur votre copie, moi je préfère le faire directement sur la copie, on reprend le tableau précédent et on fait la restriction. Donc je vous l'affiche. On a donc les variations de g entre 1 et plus l'infini. On a g de 1 qui vaut 2, on l'avait calculé au-dessus, et la limite en plus l'infini c'était moins l'infini, on l'avait prouvé dans les questions précédentes. Et on a une fonction qui est strictement décroissante. Bon, à ce stade-là, certains doivent avoir la puce à l'oreille, en tout cas je l'espère, et on va regarder plus précisément au niveau de la question. On vous dit montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution notée alpha. On est sur une structure très classique de question qui doit absolument vous
faire penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Moi je le note TVI, mais sur votre copie, attention, il faut bien écrire tout ça en toutes lettres, vous n'avez pas d'abréviations qui sont autorisées sur votre copie. Ou du moins la première fois où vous faites appel au théorème. Alors laissez-moi insister ici sur la rédaction, vous êtes sur le théorème des valeurs intermédiaires, et plus particulièrement son corollaire, mais n'empêche que ça reste un théorème. Souvenez-vous de notre bon vieux Pythagore au collège, vous vous en souvenez tous, on avait une structure de rédaction que votre prof de collège vous a imposée, et il avait raison, de bien énoncer les hypothèses avant de pouvoir appliquer le théorème. Ici, rien n'a changé, vous êtes toujours face à un théorème, donc il va falloir, sur votre copie et votre rédaction, faire apparaître clairement les hypothèses qui vous permettent d'appliquer ce corollaire, du TVI. Alors je vais vous rappeler les différentes étapes pour pouvoir mettre ça en place. Dans un premier temps, il faut s'assurer que votre fonction est continue. Dans un deuxième temps, votre fonction, il faut que sur l'intervalle où vous voulez trouver la solution, elle soit strictement monotone, donc soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et enfin, pour la troisième hypothèse, il faut donner les valeurs aux bornes de cet intervalle, justement, et s'assurer que la valeur que vous cherchez pour l'équation est bien à l'intérieur de ces bornes. Nous ici, on veut que g de x soit égal à 0. Il faudra donc bien écrire que 0 appartient bien à ce qu'on appelle l'intervalle image, c'est-à-dire ici, on va de 2 à moins l'infini, donc c'est moins l'infini 2, et on contient bien la valeur 0. Ça vous assure que la fonction passe par la valeur 0. Bon, et une fois qu'on a donné ces trois hypothèses, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, vous avez le droit d'utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires pour annoncer le résultat qui répondra à la question. Allez, maintenant que tous ces rappels sont faits, on passe à la rédaction. Pour le premier point, on sait que la fonction g est continue sur 1 plus l'infini, car elle est dérivable sur 0 plus l'infini. On a dû vous le dire, ou en tout cas moi je vous le dis maintenant, qu'une fonction qui est dérivable, elle est forcément continue sur cet intervalle. Donc ici, vu qu'on est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, 1 plus l'infini étant à l'intérieur, votre fonction elle est bien continue sur 1 plus l'infini. Deuxième chose, on s'assure de la stricte monotonie de notre fonction. On a ici, d'après l'étude du 3b, que g est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Pour un souci de rigueur, j'ai exclu le 1 de notre intervalle puisqu'on avait que g' de 1, ça valait 0. Maintenant, pour l'application du théorème, ça ne change rien. On va partir d'une valeur qui était un maximum local, d'accord, mais après on est bien strictement décroissant sur tout l'intervalle. Enfin, on doit donner les valeurs aux bornes. On a f de 1 qui est égal à 2. On a la limite de g de x en plus l'infini qui est égal à moins l'infini. Bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a bien que 0 appartient à l'intervalle image moins l'infini 2. Donc attention ici, quand vous avez des fonctions décroissantes, de bien inverser les bornes. Vous avez tendance à partir tout droit et mettre qu'on appartient à l'intervalle 2 moins l'infini, mais non, attention, si on est décroissant, il faut bien inverser les bornes pour mettre ça sous le format d'un intervalle correct. Attention. À ce stade, j'ai bien vérifié mes trois hypothèses qui me permettent d'appliquer mon corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Il n'y a plus qu'à lancer la rédaction de la résolution finale. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 1 plus l'infini. On arrive maintenant à la question 3D, et l'énoncé nous demande de donner un encadrement de alpha d'amplitude 10-2. De ce que je vois en cours particulier, cette question a tendance à vous faire paniquer. Mais ici, il faut vraiment vous entraîner avant le jour J. Vous avez établi à la question précédente que la solution de l'équation g de x égale à 0 notée alpha existait. Donc maintenant, on vous demande en fait juste de préciser où se situe cette valeur. Le travail étant déjà fait avec le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, ici on va affiner en fait la troisième hypothèse de notre théorème qui était l'encadrement, puisque précédemment on l'a fait entre 1 et plus l'infini, bon, niveau précision c'est pas fou. Ce qu'on va faire c'est qu'on va resserrer ça en fait. Du côté du 1 on va monter au fur et à mesure, et plus l'infini on va descendre. Bon, pour le premier pas ça va être drastique, mais au fur et à mesure on va resserrer en fait notre intervalle autour de la valeur alpha. Je ferai une vidéo sur ce thème là pour la manipulation de la calculette, mais je me suis pas encore muni de la TI 83. Dès que ce sera en ligne je rajouterai sur le sujet la vidéo tutoriel. Alors on a ici sur votre calculette, donc il faut rentrer votre fonction dans y égale, et puis après vous allez dans la table. On commence par un pas de 1, et dans votre table vous vous apercevez que vous avez g de 1 qui est égal à 2, et g de 2 qui est environ égal à moins 0,55. Bon ben 0 ça appartient bien à l'intervalle g de 2, g de 1, toujours pareil on inverse les bornes de l'intervalle image puisqu'on est décroissant. Bien, vu que vous passez d'une valeur positive à une valeur négative, ben vous savez que alpha est forcément compris entre 1 et 2. On réitère l'opération, toujours on affine notre troisième hypothèse du théorème, mais cette fois on va prendre un pas sur la table de 0,1, et vous trouvez que g de 1,8 c'est positif et que g
g de 1,9 c'est négatif. Bien, 0 ça appartient bien à cet intervalle-là, donc g de 1,8 et g de 1,9. Donc alpha appartient à l'intervalle 1,8, 1,9. Bon, on est arrivé à un intervalle d'amplitude 10-1, il nous faut du 10-2, donc on va le faire une dernière fois. Cette fois, on prend un pas de 0,01 et vous trouvez que g de 1,89 c'est positif, quand g de 1,90 c'est négatif. Toujours la même chose, 0 appartient bien à cet intervalle image qu'on remet dans le bon sens, bien donc vous obtenez que alpha est compris entre 1,89 et 1,90. Et voilà pour la question 3D. Allez, tenez bon, on arrive à la fin. Question 4. L'énoncé nous demande déduire de ce qui précède le signe de la fonction g sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, puisque là la question c'est de déduire de ce qui précède, on va faire un récap de tout ce qu'on sait jusqu'à présent. On avait établi que la fonction était décroissante de 1 à plus l'infini. Ensuite, dans une deuxième partie, on avait prouvé que g de x égale à 0 avait une unique solution alpha et on l'avait encadré entre 1,89 et 1,90. Donc concrètement, vous avez une fonction qui part de 2, qui atteint 0 aux alentours de 1,90 et qui ensuite part vers moins l'infini. Bon, ben donc ça vous donne quoi? Ça vous donne le signe de g, puisque de 1 à alpha, vous allez avoir une fonction qui du coup va être positive. En alpha, elle va s'annuler. Et enfin, pour l'intervalle alpha plus l'infini, elle va donc être négative. Bon, ben il reste plus qu'à rédiger ça proprement. Et pour la question 4, ça sera fini. On en déduit le signe de la fonction g sur 1 plus l'infini. Pour tout x appartenant à 1 alpha, exclu g de x va être strictement positive, et pour tout x appartenant à alpha compris jusqu'à plus l'infini, g de x va être inférieur ou égal à 0. Allez, courage à tous, on arrive à la partie B, et en particulier la question 1. L'énoncé nous dit qu'on admet que pour tout x appartenant à 1 alpha, g seconde de x est égal à moins 4 facteurs de ln de x plus 1. Au cas où si l'énoncé nous avait demandé de prouver ceci, il aurait fallu dériver g', puisque g seconde c'est la dérivée de la fonction g. Et on nous demande de justifier que la fonction g est concave sur l'intervalle 1 alpha. Avant de se lancer sur la rédaction, on va effectuer un petit rappel sur la convexité. Pour étudier la convexité, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Donc dans votre cours, vous aviez le fait que si f seconde de x était inférieur à 0, alors la fonction f était concave. Et si f seconde de x était supérieur à 0, alors dans ce cas-là, elle était convexe. Ici, on nous demande de montrer qu'elle est concave, donc on va s'intéresser au fait que ce soit négatif. Quoi qu'il en soit, je vous le rappelle et je vous le mets, et puis du coup, il faut bien que vous l'ayez en tête, étudier la convexité d'une fonction f revient à étudier le signe de sa dérivée seconde. Alors, pour étudier le signe de g seconde de x, attention, ici, c'est pas une étude de signe dans le sens où il faut faire le tableau de signes. Non, pas du tout. En termes de logique, ici, il est plus intéressant de construire l'expression de g seconde de x en partant soit de la valeur de x, soit la valeur de ln de x, puisque ça fait partie du cours, et de reconstruire en fait votre expression de g seconde de x. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Pour tout x appartenant à 1 alpha, on a ln de x qui est supérieur ou égal à 0. On l'a mis sur le tableau précédent. Je vous avais fait les rappels précédemment. La fonction ln de x, elle est supérieure à 0 si x est supérieur ou égal à 1. Donc ça, vous avez tout à fait le droit de le dire pour démarrer votre inéquation. Mais ceci, si j'ajoute 1 des deux côtés, c'est équivalent au fait que 1 plus ln de x soit supérieur ou égal à 1. Là, vous avez reconnu l'expression qu'on a à l'intérieur du crochet. Bien, à ce stade, pour construire g seconde de x, il me reste plus qu'à multiplier par moins 4 de part et d'autre. Attention, quand on multiplie par un nombre négatif, on n'oublie pas de retourner le symbole au milieu. Vous obtenez du coup que g seconde de x est inférieur ou égal à moins 4. Bien, si on est inférieur ou égal à moins 4, ça nous donne que g seconde de x est bien strictement inférieur à 0, et donc que la fonction g est concave sur l'intervalle 1 alpha. Et voilà pour la question B1. Allez, avant-dernière question de ce sujet, on arrive à la question 2a et l'énoncé nous demande de déterminer l'équation réduite de la droite AB. Alors, aussi anodine que pourrait paraître cette question, je vois moi en cours particulier que les équations de droite en terminale, c'est un lointain souvenir. Alors, on va commencer par un petit rappel de la méthode. En premier, il vous faut déterminer deux points, on va les noter A et B pour la forme, qui appartiennent à la droite dont on veut déterminer l'équation réduite. Ensuite, il faut trouver le coefficient directeur. Pour rappel, l'équation réduite, c'est y égale à x plus b. Et on vous avait fourni la formule que petit a c'était égal à yp moins ya sur xb moins xa. Bon, jusque là rien de grave, si on a les coordonnées, tout doit bien se passer. Et enfin pour le troisième point, il faut trouver la constante b qui est à la fin de notre expression, donc l'ordonnée à l'origine. Et pour ça on va se servir des coordonnées d'un des deux points, là j'ai pris a en exemple et on va résoudre l'équation yk égale à
xa plus b. Et donc on isole le b, on trouve la valeur de b, puisque a appartient à la droite, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite, c'est bien obligé. Bon, ceci étant rappelé, on va pouvoir aller s'intéresser au début de la rédaction, soit petit a et petit b deux réels, tels que l'équation réduite de la droite AB soit y égale à x plus b. On a petit a qui est égal à yb moins ya sur xb moins xa, comme je vous l'ai rappelé dans la formule, et on va s'intéresser aux coordonnées de ces points. Je vous réaffiche le graphe qui a été fourni dans l'énoncé. On va zoomer un peu parce que sinon c'est pas terrible. Par lecture graphique, le point A, on obtient ses coordonnées 1, 2, ça correspond tout à fait à ce qu'on avait mis dans le tableau et heureusement. Et pour le point B, il faut vous souvenir du coup que si on a le point B qui a pour abscisse alpha, ça veut dire pour le point B que son ordonnée c'est 0, puisque G de alpha ça valait 0. C'est comme ça qu'on a défini alpha. Alpha c'était la solution de l'équation G de x égale 0. Bon bah donc G de alpha forcément ça fait 0. On obtient que les coordonnées du point B c'est donc alpha 0, et vous obtenez tous les xa, xb, yk, yb dont on a besoin pour calculer A. On revient sur notre calcul, donc on remplace par les coordonnées des points, ça nous donne 0 moins 2 pour yb moins ya, et alpha moins 1 pour xb moins xa. Vous obtenez que le coefficient directeur petit a de notre droite est moins 2 sur alpha moins 1. Là, on a vérifié le deuxième point de notre méthode, on passe au troisième et on va trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine, le petit b. De plus, A appartient à la droite AB, donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite AB. On a YA qui est égal à AXA plus B. Bon, bah, si on remplace toutes les valeurs, on avait vu que YA c'était 2, petit a on l'avait trouvé précédemment, XA sur le graphe c'était 1, et il vous reste le B à la fin. On cherche à trouver B, donc la partie AXA je vais la passer de l'autre côté, donc notre fraction qui était moins 2 sur alpha moins 1, ça devient 2 sur alpha moins 1. Ensuite le 2 qui était devant, je le mets au même dénominateur pour pouvoir réunir les deux termes. On obtient 2 facteurs de alpha moins 1 sur alpha moins 1, plus 2 sur alpha moins 1, qui est toujours égal à b. Maintenant que les dénominateurs sont les mêmes, je peux additionner mes deux fractions. On n'oublie pas de développer le 2 qui était devant le alpha moins 1, ça vous donne 2 alpha moins 2 et le plus 2 de l'autre fraction. Tout ça divisé sur alpha moins 1, et on est égal à b. En haut, le moins 2 et le plus 2 s'annulent, et vous obtenez au final que b est égal à 2 alpha divisé par alpha moins 1. Vous avez trouvé A, vous avez trouvé B, on obtient donc l'équation réduite de la droite AB est y égale moins 2 sur alpha moins 1 fois x plus 2 alpha sur alpha moins 1. Et c'est tout bon pour la question B de A. Allez, c'est bon, vous y êtes. Dernière question de cet exercice avec la question B de A. Et l'énoncé nous demande d'en déduire que pour tout réel appartenant à l'intervalle 1 alpha, g de x est supérieur ou égal à moins 2 sur alpha moins 1 x plus 2 alpha sur alpha moins 1. Alors, pour ceux qui auraient éventuellement sauté la question de A, clairement ici on voit pas de quoi on parle. Par contre, je vous ai laissé afficher au-dessus qu'en fait l'équation réduite de la droite AB qu'on avait déterminée précédemment, c'est en fait ce à quoi on veut comparer g de x. Et là, les choses s'éclaircissent. On va reprendre le schéma. Sur ça, je vous rajoute la droite AB. On s'intéresse, nous, ici, au segment AB, puisqu'en fait, on est compris entre 1 et alpha. Je vous remets la définition d'une fonction concave. Une fonction f est dite concave sur l'intervalle AB si la corde prise entre A et B est en dessous du graphe de CF sur tout l'intervalle AB. Pour rappel, une corde, c'est un segment qui relie deux points d'une courbe sans se soucier de ce que fait la courbe entre les points. Ici, on a la corde entre les points A et les points B qui, justement au niveau des abscisses, correspondent à la question ici de montrer que la courbe est au-dessus du segment AB. Bien, qu'est-ce qui nous manque ici? Le fait que la fonction soit concave, mais souvenez-vous, à la question 1, on a démontré que la fonction g, elle était concave sur l'intervalle 1 alpha. Donc pour résoudre cette question, on va juste rappeler le fait que la fonction soit concave, et en fait la définition même d'une fonction concave va nous fournir le résultat. Bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, si vous n'avez pas réalisé la 2A le jour de l'épreuve, pour réaliser la 2B c'est un petit peu compliqué, mais quoi qu'il en soit ici, comme je le répète systématiquement, quand vous avez une question en déduire, c'est que vous avez déjà fait le travail, et il faut pas être étonné qu'au final la justification d'un en déduire ne soit pas si grosse que ça. Comme je le répète souvent, l'énoncé n'en veut pas à vos vies, hein, donc arrêtez de partir systématiquement dans tous les sens au niveau des démonstrations. Une question qui commence par en déduire, ça veut dire que vous avez normalement 90% des résultats à démontrer qui ont déjà été effectués et qu'on vous demande juste une conclusion ou une interprétation. On peut rédiger la solution ensemble. La fonction g est concave sur l'intervalle 1 alpha. Sa courbe représentative est donc située au-dessus de toute corde de C sur l'intervalle 1 alpha.
En particulier, le segment AB est situé sous C. On en déduit que pour tout x appartenant à l'intervalle 1 alpha, g de x est supérieur ou égal à moins 2 sur alpha moins 1 fois x plus 2 sur alpha moins 1. Vous avez établi le résultat en douceur en vous servant des propriétés graphiques d'une fonction concave. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu, en tout cas j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous, et je vous dis à bientôt.